Cette semaine, dans le balado, on rêve d'un monde meilleur, on découvre l'horreur et on apprivoise notre nouvel environnement. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, écoute, cette semaine sort enfin un film qui était attendu depuis très longtemps par certains cinéphiles, vu que c'est une œuvre d'un cinéaste légendaire, mais qui a fait jaser beaucoup depuis sa projection à Cannes. Ouais, je pense que ça va attirer beaucoup les curieux, justement. Megalopolis, le grand projet. C'est fou parce que il y a 2 ans peut-être, on annonçait qu'il voulait faire le... Ben, ça fait longtemps qu'il en parlait, mais que là, il allait se commettre, qu'il cherchait de l'argent. Puis c'était comme, on dirait une affaire que ça verra pas le jour, tu sais. Puis finalement, il s'est présenté à Cannes, puis il est rendu dans nos cinémas, c'est à peu près 2 ans et demi plus tard. Là. Donc, film qui divise, qui fait un peu polémique. Alors, on va jaser de tout ça avec grand plaisir. Alors, on a également une invitée spéciale dans le balado cette semaine. Oui, spécialiste d'animation. Donc, Annie Frenette sera avec nous pour jaser de Robots sauvages, un film qui a été vraiment bien accueilli. Et, mais sans plus tarder, on va faire un petit mot de notre commanditaire. Oui, encore une fois, la microbrasserie de l'île d'Orléans, qui a été fondée en 2006 et qui est située au cœur du village de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans, donc à seulement 15 minutes de la ville de Québec. Vous y trouverez un pub moderne d'inspiration rustique nous rappelant l'histoire de l'île d'Orléans. La terrasse couverte avec vue sur le fleuve et la côte de Beaupré se veut une halte à découvrir. On peut y déguster d'ailleurs le généreux menu bistrot pour agrémenter notre plaisir. Mais la grande force, c'est quand même les bières qui se distinguent par leur saveur surprenante issue d'une eau de source incroyablement pure, des fruits produits localement et de l'humeur du vent. Elle vous offre un peu d'histoire parce que chaque anecdote ou chaque aventure qui est racontée, qui est inscrite sur les canettes, elle est authentifiée. C'est pas juste le graphiste qui s'est amusé à inventer ça. C'est des vraies légendes de l'île. Des vraies histoires, en fait, de l'île. La microbrasserie possède, par-dessus tout, le goût d'ici, ce qui sait plaire aux adeptes. Découvrez les différents points de vente dans toute la province en visitant le www.microorléans avec un s.com. Excellent. Alors, on me chuchote à l'oreille une nouvelle de dernière minute, ce qui est assez rare. Vas-y, on tue la une. Oui, tout à fait. Ben oui, tu sais, c'est le cas de le dire. En fait, on apprend le décès quand même d'une comédienne, Maggie Smith. Qui a 89, donc Minerva McDougall. Juste avant d'enregistrer comme ça. Oui, c'est ça, c'est sorti sur les réseaux. Elle est décédée dans la nuit, donc à Londres, paisiblement à l'hôpital, dans son sommeil, je pense, quand même. Ouais, ben là, moi, j'ai rien noté, là, tu m'apprends tout ça, mais devais-tu être dans 90 ans? 89, moi. OK, ça. 89, quand même. Donc, quand même une comédienne que je suis allé fouiller un peu. Je pense qu'elle était très bien appréciée, très reconnue évidemment pour un immense talent, mais elle n'avait jamais joué dans un film culte ou un film à grand succès. Mais Harry Potter. Toujours des rôles. Ouais, jusqu'à Harry Potter, c'est ça. Mais tu sais, dans les années 60-70, elle tournait beaucoup constamment, mais jamais dans un film grandiose là, qu'on C'était pas se une rappellerait. tête d'affiche. Non, vraiment pas. Mais effectivement, elle a eu ce succès-là populaire vers la fin de sa carrière avec la franchise d'Harry Potter. Ouais, étais-tu dans Downton Abbey aussi? Oui, c'est ça. Je me souviens qu'il était dans un des films, mais je sais pas si je me souviens plus s'il était dans toute la série. Oui, effectivement. Donc, alors décide de Minerva McGonagall pour les amateurs de Harry Potter. Sinon, on avait parlé la semaine dernière du film Life of Chuck qui avait gagné le Grand Prix au TIFF de Toronto, l'adaptation de... Tu me rappelais qui... C'est Mike Flanagan qui a adapté cette nouvelle-là de Stephen King. Finalement, on a un distributeur parce que au moment où on avait parlé la semaine dernière, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il en était. Et c'est quand même intéressant. Moi, je pense que c'est de bon augure. C'est Neon Pictures qui a acheté les droits. Ah ouais, OK. Donc, je pense que ça met déjà un petit peu le ton que le film doit avoir. C'est intéressant. Et on parle d'une sortie pour l'été 2025, quelque part. Là. Fait que, Puis souvent, ici au Québec, Neon, ça passe par Elevation, puis Entracte Film, puis tout. Là, fait que c'est pas un enjeu. On devrait voir ça sur nos écrans. C'est ça. D'autant plus s'il continue à se distinguer un peu dans des différents festivals ou en tout cas dans des liste de palmarès de fin d'année. Ça va être intéressant. Et bonne nouvelle pour les amateurs de Christopher Reeve. On sait que son documentaire a été super bien reçu, Superman de Christopher Reeve. Ouais, on avait parlé de la bande-annonce il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Puis qui était diffusé, c'était seulement 2 jours, le 21 et 25 septembre. Le 25 étant son anniversaire.
qui partage avec un certain co-animateur de balado. De balado populaire. Mais je pense, vu la réception du public et tout ça, et critique, donc on a annoncé vraiment qu'on aura une sortie à la grandeur d'Amérique du Nord dès le 11 octobre. Oui, qui est quand même une très grosse semaine. Là. Ouais. Il aurait pu décaler genre 10 films. Là, il aurait pu décaler d'une semaine ou deux, peut-être. On verra à quelle proportion il sera disponible ces écrans. Si nous-mêmes, on va être capable de le voir et d'en discuter, ou peut-être ça sera par après. Là. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai bien le goût de voir, que je sais qu'il va venir me bouleverser complètement. Parce que ça, des fois, on parle des prédictions monétaires de box-office et tout, mais là, il y a des belles, comment on dit ça, des belles barres qui ont été atteintes, des plateaux qui ont été atteints cette semaine à Babouiné, d'André Forcier, qui a fait 500 000 $. Puis, ça doit être un record pour lui, je pense que oui, je pense que c'est vraiment son plus gros succès et tout. Puis, oui, encore aujourd'hui, là, il doit plus être sur autant d'écrans, mais je pense que les cinémas Beaubien et autres qui sont des... spécialisés en cinéma québécois. Ouais, c'est ça, qui sont des forts pour ça, ben ça aide, puis il est encore très populaire, même si ça fait 5 semaines, je pense qu'il est sur écran, peut-être 4-5 semaines. Ah oui, même on approche fin octobre, en tout cas. Puis là, c'est confirmé. À un moment donné, je doutais de ça, mais le comte de Monte Cristo a passé le $1 million et il continue, il fait encore des très bonnes semaines. Très bonne moyenne, oui, quand même. Il fait à peu près 100 000 par semaine, fait que... peut se rendre au bout. 10 millions. Hey. Non, je penserais pas, mais là, c'est sûr que les prochaines semaines, comme on dit, il y a vraiment beaucoup de sorties. Fait que des films de 3 heures, des fois, c'est dur à garder longtemps à l'écran, là, dépendamment des cinémas, mais peut-être encore une partie de l'automne à l'affiche. Là. Puis si ça vous convainc pas, dans le sens, c'est vraiment un excellent film à voir au cinéma qui va peut-être se retrouver dans nos tops de fin d'année à voir. Alors, il est bien positionné pour l'instant, oui, à moins que d'autres choses. Il reste encore quelques mois, bien sûr, mais... c'est ça. Ouais, mais pour un film français, c'est quand même une très belle réussite. C'est ça qu'on en discutait dans les dernières semaines. On se demandait quel est le dernier film français à avoir franchi le million de guichets au Québec. Oui, j'ai essayé de trouver l'information, puis c'est comme dur à trouver, mais je sais qu'il y a le premier « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » a été vraiment un gros succès. Assurément Intouchable. Et c'était-tu avant? C'était avant Intouchable. Intouchable était avant, ça devait être plus 2013. Ouais, déjà, c'est vrai. Mais oui, ça doit être dans ceux-là. Là. Bon, il y en a peut-être un autre. Parce que même des Jacques Audiard, je pense pas qu'ils ont fait 1 million. Là, Un Prophète, puis De Rouillé d'Os et tout. Je pense pas que ça a généré autant. Puis à la limite... j'allais dire celui avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, mais techniquement, c'est un film américain de Michel Hazanavicius, The Artist, c'est ça. C'était une production américaine par des Français, là, c'est pour ça que... Fait que... moi, j'ai une dernière petite nouvelle. Avais-tu d'autres choses? Non, vas-y. On a annoncé le remake d'un... un film qui avait bien marché à l'époque. J'avais bien apprécié. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. The Hand That Rocks the Cradle, la main qui berce l'enfant. Le berceau. Ouais, c'est-tu comme la madame qui voulait voler le bébé de l'autre? Ouais. J'ai vu ça quand j'étais jeune, mais c'était pas un téléfilm même? Non, c'était un vrai film? Oui, tout à fait. Ouais. Un bon je pense qu'en français, c'était la main qui berce l'enfant. Quelque chose comme ça. Puis c'est le genre de film que j'ai vu. J'ai vu sans l'avoir vu. Là, il devait jouer à la télé, puis j'ai vu des bribes, puis j'ai l'impression que je l'ai vu, mais c'est qui était là-dedans? Même? C'était Rebecca De Mornay, qui était surtout connue pour Risky Business avec Tom Cruise au début des années 80. Mais ça avait propulsé la carrière de Cruise, mais pas de Mornay, qui avait été plus tranquille. Fait que c'était comme un comeback quand même. Ça va pas loin, c'était 8-9 ans après Risky Business, en 92, le film. Fait que, non, ça avait quand même, je pense que ça avait fini dans le top 10 de l'année là, au box-office quand même. Fait qu'on fait un remake, cette fois-ci quand même avec Micah Monroe, qui vient de connaître un bon succès avec Long Legs. Donc, il continue son allée dans les trailers. C'est vraiment le genre qu'elle affectionne. Puis ça et tout, oui. Alors, évidemment, pas de date de sortie et tout ça. Fait que le projet est vraiment juste dans ses balbutiements. Mais bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ouais, j'avoue que c'est un genre de film qui peut être intéressant à faire parce que ça avait eu un certain succès, mais que ça a été oublié. C'est pas un film qui est iconique non plus. Fait que si on a vraiment une nouvelle idée intéressante, je suis en accord avec la proposition. Tu sais, si c'est juste le refaire pour le refaire,
on verra bien quel genre de film ça va nous donner, là, quel cinéaste va être attaché au projet. Puis tout. Ouais, effectivement. Alors, bande-annonce, quand même deux grosses bandes-annonces que j'ai notées, à moins que tu en aies une troisième. Je l'ai noté 2. OK, fait que ça doit être les mêmes. Est-ce qu'il y en a une qui est au Québec, par exemple? Ah non, moi non. Ah, ben il y en a une au Québec, c'est Mademoiselle Bottine. Ah ouais, je l'ai pas noté parce que c'est une deuxième. En Ben là, c'est la correct, bande-annonce plus longue. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit plus, parce qu'au début, c'était un teaser d'1 minute. Ouais. Fait que tu sais, on se doute un peu de l'histoire, là, on la connaît sans le connaître, là, un genre de refonte de Bac et Bottine, fait que une personne qui se retrouve avec la fillette puis que ça fit pas bien, mais que finalement tout le monde, ça va bien terminer tout le monde ensemble et avec la moufette. Mais Marilyn Castonguay est dans au générique. Okay. On la voit dans la bande-annonce. Fait que je suis comme, en plus de la petite et le vieux, fait qu'elle a vraiment un nouveau branding de moment dans ce genre de film-là. Mais il y a aussi, lui, je l'ai vu dans les noms, mais je l'ai pas remarqué dans la bande-annonce, mais Jean-François Provençal. Ouais. Puis il y a aussi Mani Soleil Manlou qui jouait Coco dans C'est comme ça que je t'aime. Fait que là, avec, on a comme Huguette, Lucien, puis Coco. Là, fait que c'est comme... ben, tu sais, c'était tellement C'est comme ça que je t'aime, une production qui ramenait des artistes de grand talent et tout. Fait que c'est comme normal de les voir ensemble. Ouais. Mais j'aime beaucoup Jean-François Provençal. Moi aussi, je suis curieux de voir quel genre de petit rôle on va lui donner là-dedans. Sinon, j'imagine que tu voulais plus... ça, c'est le 29 novembre que ça sort, Mademoiselle Bottine, qui va être une grosse sortie. Peut-être le film qui avait été reporté 2-3 fois déjà, Ballerina. Ben écoute, il est dans ma liste, mais là, je viens de réaliser que je ne l'ai pas écouté avant de venir t'as oublié de l'écouter? J'ai oublié de l'écouter. Genre, faut que je l'écoute, Fait que vas-y, décris-moi ce qu'on voit. C'est une bande-annonce, mais tu sais, c'était déjà un peu annoncé. C'est Ana de Armas qui joue le rôle d'une assassin, qui va être mise dans l'équipe de ballet des Russes, là, qu'on voyait un peu surtout dans le John Wick 3. Oui, c'est ça, ouais. Qui est comme la famille, la filière de John Wick. Oui, c'est ça. Ben, je dis russe, mais je pense que c'est ça, sont des Biélorusses ou une affaire comme ça, là, une branche d'Europe de l'Est. Puis, fait qu'elle est comme recueillie par le personnage de Ian McShane, j'oublie son nom, là, comment il s'appelle, le concierge. Lui, c'est ça qui s'occupe de l'hôtel et tout. Puis, fait qu'il va comme la prendre orpheline, l'envoyer là-bas, puis je pense qu'elle va chercher à avoir vengeance et tout, puis on va avoir des scènes de combat un peu à la John Wick, mais à sa sauce. Mais il y a quand même, on voit Lance Reddick, qui doit être littéralement son dernier rôle, parce qu'il avait filmé avant de mourir. Il avait filmé ça, je me demande s'il n'avait même pas filmé avant John Wick 4. C'est pas impossible. Ou pratiquement en même temps, les deux films, là. Puis c'est juste que lui avait été reporté. Au début, il devait sortir ce juin. Il y a Norman Reedus qui joue là-dedans. Mais il y a Keanu Reeves lui-même qui fait une brève apparition. Mais je sais pas s'ils vont avoir comme des scènes de combat entre eux. C'est ça, ensemble, pas contre. Là. On le voit qu'ils ont l'air d'être plus ensemble. Ben, d'autant plus que le film se situe entre le John Wick 3 et 4. Ah, OK, ouais. Alors, fait que je sais pas si on verrait comme une scène du 3, mais du point de vue de elle, peut-être. Puis je sais pas comment on va intégrer ça. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit longtemps, là, peut-être 2-3 minutes. Moi, je pense que oui, juste le temps d'une rencontre. Puis elle dit j'aimerais savoir tes trucs pour devenir le Baba Yaga. Puis il dit genre, t'as l'air bien parti. C'est pas mal ça. C'est Len Wiseman qui réalise, qui est un réalisateur d'action que je peux pas dire que c'est des chefs-d'œuvre, mais je pense que les séquences d'action est capable de bien les mener. Il avait fait une couple des Underworld, le Die Hard 4, qui est lui qui a quand même comment on dit ça, non? Jump the Shark, là, qui est quand il est sur des ailes de F1, pas de F1, de F18, là. Puis que toutes les bretelles d'autoroute explosent et tout. Fait que ça, c'est intense. Le remake de Total Recall aussi. Fait que si on a un scénario qui n'a pas besoin de changer le monde, là, c'est un spin-off de la série John Wick. On veut juste quelque chose de pas trop débile, puis qui met en valeur l'action puis le talent des comédiens et comédiennes. Ben, je pense qu'Anna de Armas, c'est un très bon choix parce qu'elle avait fait une entrée très remarquable dans... un des derniers James Bond. No Time to Die, c'est ça? C'était celui... Oui, c'était dans No Time to Die, c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de l'avoir en action. Puis, ce qui est curieux, c'est que le scénario ne devait pas à la base servir dans l'univers de John Wick. OK, c'était vraiment une histoire originale. Oui, c'est vraiment un spec script qu'on appelle, donc un scénario qui est soumis par des agences là, au studio. Et quand Lionsgate ont vu ça, ils ont vraiment adoré, ils l'ont acheté, puis ils ont décidé d'intégrer l'univers, en fait, qu'on retrouve des danseuses et tout ça, de cette famille-là
d'assassins à John Wick même. Fait qu'ils ont modifié le scénario de John Wick 3 pour incorporer les éléments de ballerina au film. Puis le scénariste donc a travaillé sur les scénarios de John Wick 3 et 4 après. Fait que pour la petite histoire quand même. Ah, c'est ça. Ouais. Fait que ça explique un peu, c'est ça, mon hypothèse qui a peut-être été tournée avant le 4 même, ou à peu près en même temps, ou une partie peut-être, c'est ça. Ben moi, la deuxième que j'avais notée, c'est quand même le nouveau Marvel, Thunderbolts. Oui, puis juste pour dire, Ballerina, c'est au mois de juin. Oui. Mais oui, t'as raison, Thunderbolts, j'y ai pas pensé parce qu'elle est sortie comme samedi. En début de ouais, c'est ça. Ouais, comme arrivé un peu nowhere comme ça. Là. D'habitude, il rattache ça avec une grosse sortie cinéma, puis fait que j'étais curieux. Mais je pense qu'il y avait comme une version bootleg là, qui circulait sur Internet depuis quelques semaines, qui avait été filmée là, au Comic-Con de San Diego, puis mis en ligne. Fait que Marvel, on probablement juste décidé, OK, on va le laisser. De toute façon, tu sais, leur prochain, c'est comme en février. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut juste que tu le sortes. Ouais. Ben, tu sais, moi, je m'attendais à le voir assurément... probablement fin novembre, là, peut-être avec Moana ou quelque chose comme ça. Donc, Thunderbolts, 36e film déjà de l'univers MCU. Et qu'est-ce que ça parle, Thunderbolts? Ben, c'est une équipe un peu à l'image de Suicide Squad, là, de DC. Des Misfits, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc, des pas rapport. Ouais, c'est ça. Des espèces de... Des méchants un peu, mais des méchants aux gentils cœurs, là, qui sont pas trop méchants dans le fond. Ils sont souvent un peu des incompris. Ouais, ou j'essaie de trouver l'expression en français, mais tu sais, des gun to hire. Là, ouais, des mercenaires. Ouais, c'est ça, qui sont pas mal tous des loups solitaires et des louves. Ouais, donc ils vont être réunis ensemble pour une mission. Alors, on va retrouver, entre autres, évidemment, le personnage de Yelena Belova joué par Florence Pugh, qu'on avait vu dans Black Widow, également David Harbour et son Red Guardian, Sebastian Stan et son Bucky et Wyatt Russell qui joue le US Agent. Donc, ouais, Wyatt Russell, lui, c'était vraiment dans la série. Dans la série Falcon et Winter Soldier. Fait que je pense que c'est beaucoup lié à l'univers des séries, justement. Donc, mais ça a l'air assez efficace, mais on n'est pas dans l'univers cosmique Marvel. Je pense qu'on revient... je pense que ça va être comme une bonne suite. Ouais, je pense que ça va être une bonne suite à Brave New World, justement, le film de février, là, le 4e Ouais, Captain on est America. très dans les complots militaires. Ouais, ces espionnages. La politique. Puis la politique aérienne, tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. Jusqu'à date, ça a l'air assez sympathique. Ça se peut-tu aussi? Ça, c'était au mois de mai. Mai, OK. Ouais, fait qu'on revient là, à la tradition. Il va-tu être au Comic Book Day? Ouais, le Free Comic. Premier vendredi du mois de mai. OK. Donc, qui lance la saison du blockbuster du même coup. Parce que c'est une grosse saison. Parce qu'à l'été, c'est Fantastic Four, me semble. Ah oui, en juillet, je pense. En juillet, un peu comme le Deadpool. Ouais. Alors voilà pour les bandes d'annonces. Puis, voilà, avec plongeons dans les films de la semaine. Est-ce qu'on y va avec le Megalopolis de Francis Ford Coppola? Oui, commençons avec Megalopolis. Quoi dire? Oui. Quand même dur à résumer aussi. J'ai aussi oublié de faire mes devoirs sur Francis Ford Coppola. C'est quoi son 15e film peut-être? Ou il y en a du temps que ça? Ouais, quand même. Il tournait à un rythme assez régulier dans les années 70. Mais là, ça fait c'est-tu Dracula le dernier qu'il a fait? Non, c'est de mémoire, je pense que c'est The Rainmaker en 96 avec Matt Damon. Dracula, c'était 92? 12, ouais. Fait que je suis pas sûr s'il en a fait un au tournant des années 2000. Là, ouais, fait que j'ai pas trop fait mes devoirs là-dessus. Bon, fait que ça fait une vingtaine, trentaine d'années peut-être. Il y a une grande panoplie de comédiens là-dedans, notamment Adam Driver, Nathalie Emmanuel, qu'on connaît surtout des Rapides et Dangereux, mais qui de plus en plus joue dans différents films. Giancarlo Esposito, John Voight, Shia LaBeouf, qui est de retour, Aubrey Plaza, Lawrence Fishburne. On est dans New Rome, qui est clairement un genre de New York. Puis on va suivre un peu le genre de guerre politique et civile, d'un peu d'une certaine manière, qu'il va avoir entre le maire actuel, qui est joué par Esposito, qui est plus sur le conservatisme, puis on change pas les choses, puis oui, il y a un clivage entre les riches puis les pauvres, mais c'est de même que ça fonctionne. Puis le personnage d'Adam Driver, qui s'appelle César, qui lui est un architecte comme utopiste et avec des idées révolutionnaires, qui a inventé un nouveau métal, une nouvelle matière finalement, qui voudrait construire une nouvelle ville avec ça, en disant si on construit et qu'on améliore la ville, ça va comme régler tous les problèmes. Puis au travers de ça va venir la grogne populaire,
puis des relations amoureuses et des secrets des complots. sur des complots pour arriver à leur fin. Il y a un riche banquier joué par Jon Voight, fait que tout le monde qui veut profiter de lui, etc. Fait que c'est très... on se dit ça manichéen qu'on dit? Je sais plus si c'est la bonne expression. Ouais. Très tragédie grecque, tout ça autour. Et le film ne s'en cache pas. Ça commence Megalopolis... a fable, tu sais, une fable, comment on dit ça en anglais? Ben, en français, on dit fable, mais on dit aussi un conte. Un conte, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a des affaires plus grandes que nature, puis d'une façon un peu comme didactique, là, un peu c'est pas des dialogues qu'on dit dans la vie de tous les jours, là. Ça fait... c'est pas filmé comme une pièce de théâtre, mais les dialogues vont très théâtral, je trouve. Oui, exactement. La phrase parfaite avec les mots parfaits tout le temps, là, un peu. Et toutes sortes de concepts aussi philosophiques qui sont lancés, que personne, justement, parle de cette manière-là, là, mais là... Fait que de ce côté-là, très littéraire. Là. Parce qu'en plus, le personnage de Driver a la capacité d'arrêter le temps. C'est pas quelque chose qu'il fait souvent pour arriver à ses fins, mais on comprend que c'est comme cette notion pour les artistes de la vision du monde qui est différente de la plupart des gens, etc. Ils obéissent à différentes règles que le simple citoyen. Mais là, il y a des... Je sais pas comment en parler parce qu'on fait pas des critiques comme telles ici, fait que je veux pas... Ben, c'est un film qui avait jasé beaucoup parce que c'est quand même assez audacieux. C'est un film qui respecte pas les règles d'un film commercial traditionnel. Il faut se dire, c'est quand même une œuvre expérimentale en quelque part. Exactement. Qui a coûté très cher parce qu'on sait que Coppola l'a financé lui-même parce que personne à Hollywood voulait faire son film. Il a vendu son vignoble pour une grosse somme, 500 millions, qui a réinvesti une partie, donc 120 millions dans son film. Il n'a pas tout mis là-dedans. Mais c'est lui qui a financé 100% du film, mais il n'a pas mis tout son argent. Non. Puis le monde, il disait, mais là, mets pas ton argent là-dedans. Puis il était comme, hey, je ferai bien ce que je veux. Mes enfants sont corrects. Puis... Fait que c'est comme un film testament. C'est un projet qui travaillait depuis une quarantaine d'années. Donc, et pour ceux qui connaissent bien le cinéma de Coppola, on sait que c'est quelqu'un qui a la folie des grandeurs. Il avait vécu ça avec Apocalypse Now, un tournage qui a été tiré pendant 5 ans, avec toutes sortes de situations loufoques qui se sont produites pendant le tournage lui-même. Dans les années 80, il avait financé une comédie musicale, One from the Heart, qui était un échec lamentable. À cause de ça, il a dû faire Le Parrain 3 pour redonner de l'argent au studio, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il est allé un peu vers des films plus commerciaux là, à cette période-là, Jack, puis justement The Rainmaker. On oublie que c'est lui qui a fait Jack. Ben, c'est ça. Fait que c'était vraiment pour payer ses dettes envers les studios. Donc, ça sent. Fait qu'il s'est fait plaisir, mais c'est un film hors norme. Fait à voir si vous êtes curieux. Malheureusement, on va être honnête, c'est pas un chef-d'œuvre. Là. Il termine pas avec un film qui est digne de son legs, je pense. Ouais, c'est ça. Un peu contrairement à Ridley Scott qui continue à faire des gros films un peu à la hauteur de il est constant avec qui fait. C'est ça. Napoléon, Gladiator 2 qui s'en vient, des choses comme ça. Là, ou même Martin Scorsese qui a fait quand même de très bons films dans les dernières années. Fait que malgré lui aussi son bagage incroyable, malheureusement, c'est pas le cas pour Coppola. On aurait aimé ça. Mais c'est plus audacieux, c'est sûr. Effectivement, c'est ça. Il y a quelque chose un peu des... celui qui avait fait Brésil. Puis, oui, Terry Gilliam. Oui, une folie dans sa mise en scène. Mais de ce hors-norme-là, un peu dans... Fait que... Ouais, avec Brésil, ça peut être une bonne comparaison. Même dans l'esthétisme aussi, là, c'est assez... Dans l'architecture, la direction artistique, c'est tout. Il y a beaucoup d'emphase. La force est là-dedans, c'est ça. La direction photo, direction artistique, les costumes, les affaires comme ça, c'est vraiment cool, mais c'est assez aride quand même à écouter, justement, à ce niveau-là. C'est pas pour tout le monde, fait que on vous l'avertit d'avance. Mais je trouve que le buzz autour du film, le fait que tout le monde en parle de si tu un échec, si tu la meilleure chose au monde, tu sais, sur Letterboxd, je vois peu d'étoiles, mais il y en a d'autres qui c'est oui, c'est différent, j'embarque à 100%, vous comprenez pas, fait que juste tout cet engouement-là, fait que je trouve que ça vaut la peine d'aller le voir pour se faire sa propre opinion, finalement. Tu sais. Oui, puis c'est un ovni, tant par son propos, le film lui-même, et toute, justement, cette situation dans la culture pop, là, où il se situe à cause de Coppola et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on verra pas ce genre d'événement-là dans le monde du cinéma encore, là,
parce que justement les autres réalisateurs, Spielberg, Scorsese, tout ça, continuent à faire ce qu'ils font, puis ils le font très bien. Ouais, Cameron. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'à moins qu'un d'eux autres arrive avec un projet complètement éclaté, c'est ça. qui est hors norme pour eux. Là. Fait que oui, fait qu'à voir, comme je dis, si vous aimez, je pense, les choses différentes un peu, vous voulez être dérouté. C'est une expérience en soi, faut le dire. Spielberg sont plus éclatés. C'était comme d'arriver avec The Fableman, peut-être, qui était juste hey, je vais quitter les aventures, puis je vais vraiment vous parler de moi, puis telle affaire. Puis c'était comme super bon. Puis, je pense dans sa filmographie, c'est Schindler's List, je pense, qui est comme son plus... C'est vrai aussi, qui est beaucoup plus tragique. Qui est un film historique, traité sérieusement, on est très loin. Mais par après, il a fait des Bridge of Spies, puis d'autres affaires un peu historiques aussi, là, tu sais, celle de Ryan. Puis, mais qui demeurait quand même dans le... Dans l'aventure, un peu. Ouais, mais dans le feel good quand même, ça se termine bien, ouais. C'est ça, qui était quand même assez commercial. Ça fait longtemps que j'ai vu Schindler's List, faudrait que je réécoute ça. Mais ça aussi, tu avais quand même en quelque part un happy end, entre guillemets. Là, tu sors là, puis bon, au moins tu as une finalité. Mais bref, Megalopolis, vraiment un ovni déroutant, puis qui s'inspire justement, tu l'as mentionné, tout... on est beaucoup dans la légende ou dans ce côté romain, là, dans les noms, dans les costumes et tout ça. Fait qu'on s'en cache pas, l'influence est là. Dans les alliances. Et tout, en fait, l'histoire de Mégalopolis, de la misère à dire, est vraiment une transposition de la chute de Rome, des deux familles qui se battaient justement, les Cicerons et les Catelins. Donc, il a vraiment juste retransposé tout ça. Là. Il était vraiment fasciné par... OK, puis c'est vraiment leur nom de famille là-dedans. C'est des vrais noms de personnages... De l'histoire romaine là, et tout ça. Fait que fait que c'est ça. Fait qu'il était obsédé par cette histoire-là pendant 40 ans. Il y avait comme 400 pages de documents, de notes. Puis écoute, c'est pas la première fois qu'il voulait être tourné. En terminant, j'avais noté quand même. La première fois, donc c'est en 83 qu'il a commencé à travailler dessus. En 1989, il avait annoncé qu'il était pour le tourner. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il a décidé de faire le Parrain 3 pour payer des dettes. Il a repris ça en 2001. Avec quand même il avait amassé plusieurs comédiens de renom là, pour faire des lectures, tout ça, là, autour d'une table, là, des premières lectures de scénario. Donc, tu avais Jude Law, Leonardo DiCaprio, Paul Newman, des gros noms, Al Pacino et tout ça. Mais le projet a été mis sur glace à cause des attentats du 11 septembre, parce que là, évidemment, ça frappait le cœur de New York, qui tournait là en partie. C'est sûr que le projet a changé, a évolué au cours des différentes incarnations. Fait que là, je pense on s'éloignait un peu peut-être plus de l'élément fantastique visuel, puis peut-être plus dans un New York réaliste. Je ne sais pas où il en était là, visuellement, mais fait que ça a mis le projet sur glace pendant plusieurs années à cause de cet événement-là. Bon, je sais pas où on allait. On pourrait aller d'un projet de cœur à un autre projet de cœur, si tu veux. D'accord. On pense-tu au même? Là? Je sais pas. Moi, je pense que dans Megalopolis, on voit une fraction de seconde d'image d'archives de Hitler. Ça m'inspire ce projet de cœur-là. Avec Lee de Ellen Kuras. Ouais, un film britannique, dans le fond, qui met en vedette Kate Winslet, et on en reparlera un peu. C'est elle qui a travaillé beaucoup sur ce projet-là depuis plusieurs années. Et aussi plein d'autres comédiens, comédiennes connus, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Alexander Skarsgård, Josh O'Connor, Noémie Merlan et Andy Samberg. Dans un contre-emploi. Je pense que c'est pas mal son premier rôle dramatique. Je pense que oui. Lui qui est dans Brooklyn Nine-Nine puis Saturday Night Live, toutes ces choses-là. Et Lonely Island. Oui, exactement, voilà. Fait qu'il n'y a pas de Dick in a Box dans ce film-là. Non. Pas du tout. C'est dans le fond le film biographique sur Lee Miller, qui était une photojournaliste, dans le fond une photographe en fait, pas journaliste, qui est allée à la Deuxième Guerre mondiale prendre des photos sous le couvert de Vogue magazine en fait. Et le film, la manière qu'il est construit, c'est qu'il y a un journaliste qui est venu chez elle pour l'interviewer. Fait qu'elle va raconter un peu au fil des photos ses souvenirs de ces événements-là. Un truc très drôle quand même, c'est le journaliste est joué par Josh O'Connor, qui était dans Challenger. Ouais. Et sa co-vedette, pas Zendaya, mais Mike Fice, l'autre gars, jouait exactement le même genre de rôle, le journaliste qui interviewe la femme des années plus tard dans The Bike Riders. Ah, ben oui. Fait que les deux co-stars du film de tennis ont eu un autre rôle pareil, mais dans deux films différents.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est un film à budget quand même limité, là. On sent que c'est pas, justement, on parlait de la liste de Schindler puis de Soldat Ryan, là. On n'est pas dans ces budgets-là. Puis ce qui va être très fort, c'est certains moments dont quand les premières photos de camps camp de concentration, des wagons de train avec des piles de cadavres. Le film se situe beaucoup en France. C'est beaucoup là qu'elle était, là, suite aux invasions françaises. Fait que à moins que je suis mêlé, là, mais ils vont pas comme en Pologne, puis c'est beaucoup dans le territoire français. Non, dans les camps, c'était en Allemagne puis en Pologne. OK, je pensais que c'était les trains qui revenaient en France. OK, j'ai été dérouté à un certain moment. Ben je te passe. Ouais, ben en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que Lee Miller, donc la journaliste, c'est elle qui avait servi d'inspiration au nom du personnage de Kirsten Dunst dans Civil War, qui était sorti au printemps. Parce qu'on parle de ce personnage-là de Lee Miller, donc une photographe de guerre réputée. Donc, écoute, moi, c'est un film que j'ai trouvé comme en 2 temps, et la deuxième partie est vraiment beaucoup plus intéressante, puis même fascinante à voir, ne serait-ce que par son métier qui n'était pas courant à l'époque. Donc, c'est une femme avant-gardiste, avant son temps, qui était mannequin pendant longtemps, puis avec l'arrivée de la guerre, s'est reconvertie justement en photographe. Très bien joué par Kate Winslet, là. On sent qu'elle a mis tout son amour pour porter à l'écran ce film-là. Donc, un autre pan, comme je m'intéresse beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un pan d'histoire que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça intéressant de découvrir ce personnage-là. Comme je disais, on sent l'effet petit budget, mais ça passe bien. Mais moins qu'il est maximisé. Là, ouais, c'est ça, tout à fait. Tu sens pas qu'ils ont manqué d'argent pour faire ce qu'ils voulaient faire. C'est juste qu'il n'y a pas à m'amener 360 figurants. Tu sais, elle n'est pas sur les scènes de bataille. Non, c'est ça. L'angle est vraiment mis sur l'après-guerre, comme l'effet dévastatrice de cette guerre-là, puis les villages en ruine, puis les gens pauvres et dans la misère et tout ça. Fait que oui, peut-être les comédiennes françaises est allées chercher des gros noms, mais qui sont quand même sous-utilisés. Là, on s'entend oui, ici, c'est ça, exact. Je pense que c'est pour bien vendre le film à l'international. Probablement, effectivement. Comme tu as dit, Kate Winslet est une des productrices aussi du film. Ouais, ça faisait quoi, 9-10 ans qu'elle travaillait sur le film, l'adaptation? Depuis 2015 que j'ai lu. Ben, en fait, c'est la scénariste et réalisatrice Helen Corres, qui était directrice de photo, en fait, qui avait travaillé sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est là qu'elle avait rencontré Kate Winslet. Et à un moment donné, dans une boutique à New York, elle tombe sur le livre de photographe de Lee Miller. Okay. Et elle trouve qu'elle ressemble beaucoup à Kate Winslet, qui est vrai d'ailleurs. Et elle a envoyé le livre à Kate Winslet. Et Winslet est tombée en amour avec elle, ce personnage-là. Donc, c'est elle qui a approché finalement Helen Corres pour qu'elle vienne réaliser le film une fois. Oui, c'est ça, parce qu'elle a fait la direction photo sur plein de séries, de films, de courts-métrages et tout. Mais c'est la première réalisation. C'est vraiment le fun. Ça. Puis effectivement, donc, on disait Adam Sandberg qui est dans un petit rôle de soutien, mais qui joue un autre photographe, mais dans un rôle sérieux, là. Ouais. Puis se tire très bien d'affaires et tout ça. Fait que moi, c'est peut-être un film. Il n'y a peut-être pas le côté un peu suspense de La promesse d'Irina, ni peut-être le côté émotionnel de le film avec Anthony Hopkins. C'est-tu One qui était sorti? One Life. Ouais. Mais on est dans ces eaux-là quand même. Fait que si vous avez précisé, je pense que ces 2 films-là. Je pense que Lee est quelque chose d'intéressant à voir. Puis écoute, vous pouvez aller voir sur Internet, là, on voit plein de ses photos, parce que, évidemment, une des photos iconiques de Lee Miller, c'est qu'elle a pris un bain dans la baignoire d'Adolf Hitler dans ses appartements. Avec le portrait à côté. Ouais, c'est ça. Donc, et la photo est identique, elle a été vraiment bien recréée. Fait qu'il y a toutes sortes de photos qu'on la voit prendre dans le film, que c'est intéressant de comparer, là, d'aller voir ça sur le net. Et moi, j'ai comme un petit... Je sais pas si t'es comme moi un peu au début, parce que quand même un élément de nudité un peu gratuite au début. Oui, c'est ça. Quand ils parce sont qu'ils à sont comment, on est très artistes et ouais, c'est ça, de ce côté-là, très débonnaire et tout ça. Fait que j'étais comme... mais finalement, elle a pris des photos de leur dîner d'amis et tout ça. Là. C'est là qu'on trouve, entre autres, Noémie Merlin et tout ça. Fait que je pense que c'était une gang qui était très libérée. Ben là, les photos avec... tu sais, il n'y a pas de nudité, mais tu sais, juste genre les langoustines, puis apprennent des verdures, puis ils font comme si c'était leur poêle d'aisselle, puis des choses comme ça. Non, tu vois les seins nus. Oui, je sais, mais je veux dire, ce côté-là, il n'y a pas de nudité dans celui que je parle, mais je veux dire, c'est aussi comme
ça a dû commencer en genre, hey, j'aime la photo, je commence à faire de la photo. C'est début de passer de mannequin à photographe, de devant derrière la caméra, tu commences par juste expérimenter puis créer. Oui, puis elle semble être libérée sexuellement, elle semble avoir eu beaucoup d'amants. Puis de, oui, c'est ça. Il en parle un peu au début du film. C'est ça. Comme on dit, c'était une fille qui était très déniaisée pour l'époque. Donc, Lee, quand même. Oui, mais ça prend un méchant gars parce que c'est elle. Tu sais, elle n'a pas été déportée là. C'est elle qui voulait aller prendre des photos et tout. Et, parce que tu vois qu'elle avait une carrière internationale. C'est pour ça qu'elle avait des amis en France, qu'elle revient après, elle travaille à Londres, mais dans le fond, elle est américaine. Fait qu'elle se fait envoyer par les États-Unis, puis etc., pour vraiment couvrir l'événement. Mais elle voit des horreurs. Là, elle avait du gars, oui, effectivement. Écoute, on peut parler un peu de Amal. Oui, puis après, on accueillera Annie pour parler de Robots sauvages. Ben oui. Fait que Amal a un esprit libre de Jawad Ralib. C'est un film belge, fait que c'est pas des noms et des faces qu'on connaît, mais on prend la peine de nommer Lubna Azabal, qui joue le rôle d'Amal, donc la comédienne principale, qui joue une enseignante dans un lycée, une école secondaire multiculturelle à Bruxelles. Puis elle encourage ses élèves, qui sont quand même pour la plupart musulmans, à penser autrement, donc notamment en leur montrant des œuvres écrites par de la poésie écrite par des musulmans avoués homosexuels. Tout ça parce qu'elle veut aider une fille de sa classe qui est vraiment victime d'intimidation, d'agression physique parce que les gens la traitent de lesbienne. Puis le but du film, c'est même pas de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est plus, elle veut juste éveiller votre conscience à... Éliminer les préjugés. Oui, éliminer les préjugés, puis laisser les gens vivre, etc., etc. Parce qu'elle-même est arabe aussi, il faut le souligner. C'est ça, exact. Alors que dès qu'on sort de l'école, ben là, il y a des milieux beaucoup plus conservateurs, plus intenses dans, disons, je ne vais pas mettre des mauvais mots, là, mais dans l'utilisation du Coran, puis on tombe plus dans les femmes voilées, puis les droits des hommes versus les femmes, qui n'est pas les mêmes, puis etc., etc. Fait que cette peur-là de la montée religieuse, on la sent là-dedans. Fait qu'est-ce que cette idée de montrer cette pédagogie-là complètement différente va aider ou mettre de l'huile sur le feu? Ben, c'est un peu le concept du film, finalement. C'est un film qui a été présenté, d'ailleurs, au Festival de cinéma de la Ville de Québec il y a 2 semaines. Oui, je pense qu'il a gagné un prix. Je pense que oui, j'ai oublié de noter aussi. Ouais. On s'en excuse donc, mais moi, c'est pleinement mérité. Honnêtement, c'est un sujet qui me fascine beaucoup, qui m'intéresse. Et quand j'ai vu la bande-annonce et que j'avais vu le sujet, là, je trouvais que j'avais hâte de voir le film. Et j'ai vraiment embarqué à 100 000 $. La réalisation est vraiment efficace, très dynamique, dialogue très naturel. Je ne sais pas si les comédiens, les jeunes ont déjà travaillé un peu ou si c'est leur premier film et tout ça, mais ils sont vraiment efficaces, on croit à leur jeu, puis je pense que c'est un film qui amène un sujet qui peut permettre un débat super intéressant. Moi, être prof au secondaire, c'est sûr que je montrais ça à mes élèves. Ouais. Je trouve que ça amène de belles discussions. Et d'ailleurs, le projet est né comme ça parce que le réalisateur a fait un peu de fiction, mais beaucoup de documentaires aussi. Et puis, il avait sorti un film qui s'appelle « Au temps où les Arabes dansaient » en 2018 sur la culture et tout ça. Puis, il y avait eu beaucoup de projections dans des écoles secondaires. Et beaucoup d'élèves musulmans réagissaient négativement au film. Tout ce qui met en valeur la danse, la lecture, la musique, tout ça, qui est interdit selon le niveau de croyance de certaines communautés ou de chacun. Donc, ça avait vraiment saisi et choqué un peu leurs attentes. Donc, il a décidé de plonger justement dans cette thématique-là, jusqu'à quel point l'influence extérieure de la communauté peut agir sur le niveau scolaire et tout ça. Ouais, parce qu'il est quand même aussi intéressant, il faut le souligner. En Belgique, c'est ça, en fait, je ne sais pas pour les autres États européens, mais en Belgique, ceux qui donnent les cours de religion sont nommés par un organisme religieux et finalement, la commission scolaire ou le directeur n'ont aucun droit de regard, rien à dire, même sur ce qu'il enseigne. C'est ça, elle explique. Dans le film, il y a un moment, c'est ça, la directrice explique que je peux même pas rentrer dans sa classe. C'est j'ai ça. Même pas le droit. Fait que c'est assez incroyable quand même. Donc, fait que vous aimez les films qui débats sociaux. Oui, c'est ça, exactement. tout à fait, oui. Puis moi, bien construit, ça m'a vraiment...
frustré, fâché, ce film-là. C'est questionnant, ouais. Positivement, là, c'est ça, là, l'intolérance, ça vient vraiment me chercher beaucoup. Là. Tu peux juste laisser le monde faire leurs affaires. Là, ça serait tellement plus simple. Tout n'est pas un gâteau. Là. Ce qui gagne, tu le perds pas nécessairement. Là. Si la personne est homosexuelle à son bord, est OK. Là, c'est tout. Ça change rien à toi. Là. Ah non, c'est ça. C'est un film qui est très, très de son temps, il faut le dire. Et puis d'ailleurs, c'est inspiré aussi, je t'en parlais en sortant du film, où en France, écoute, les professeurs surveillent vraiment ce qu'ils font parce que, bon, évidemment, c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais quand même de grandes communautés arabes et musulmanes là, en France, en Belgique et tout ça. Puis, évidemment, ça crée des tensions. Là, c'est pas inventé. Il y a un professeur qui avait montré des caricatures de Mahomet et qui a été décapité par la suite. Là. Fait que c'est rough. Là. Fait que qu'on comprend que le monde de l'éducation, ils savent pas marche sur des œufs. Là. Fait que c'est tout un débat que nous, on n'a pas encore ici, mais là-bas qui est très présent. Ouais, puis qu'il l'a des fois dans le film, il l'aborde justement à un moment donné de genre j'ai la liberté d'enseigner, puis les autres qui disent ouais, mais tu sais, lève un peu le pied du gaz, s'il te plaît. On va, ouais, c'est ça. Fait que ouais, dans un film de très grande qualité. Ici, je pense qu'on va le voir au Québec, c'est un petit peu plus protégé peut-être, là, mais la religion catholique aussi, là, dans l'Ouest américain et tout, ils font leur part. Là. Il y a des reculs. Là. Il y a des endroits, des fois, qui n'arrêtent pas d'annoncer qu'ils enlèvent les cours de maths. Parce oui, puis de sexualité. Ouais, c'est ça. C'est pas maths, brûle des livres. Science. C'est ça. Fait que... Non, puis c'est ce qui est intéressant. Parce les livres interdits. Oui, c'est ça. Ça peut s'adapter à toute forme d'intégrisme religieux, finalement. Là. Puis, effectivement, depuis quelques années, quand même, la droite religieuse américaine a beaucoup de pouvoir. Voilà, puis si c'est l'enseignement que tu as à la maison, puis dans ta communauté, puis par tes parents, puis c'est comme plus fort que les 25 heures de cours que tu as par semaine. Là, tout à fait. Quelle folie. Ouais. Fait que ne ratez pas ça. Puis, parce que je sais pas si c'est le genre de film qui va être très longtemps à l'affiche. Là, non, je pense pas. Puis, j'ai pas regardé le nombre d'écrans, mais ça doit être. Ou assez limité aussi. Là. Autour de 10, peut-être. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur des dernières semaines, assurément. Il y a également une sortie familiale en fin de semaine. Le film Wild Robot de Chris Sanders. Le robot sauvage et notre spécialiste d'animation chez Mon Ciné, Annie Frenette. Bonjour les gars. Bonjour Annie. J'ajouterais un tonnerre d'applaudissements, une foule en délire, une foule du centre Vidéotron en délire, là, justement, devant... Je préférais l'ancien forum. OK, parfait. C'était plus de la O'Keeffe, puis non, ça devait être de la Molson, pareil. Molson, je pense. Ouais, sûrement. À Québec, dans le temps du Colisée, c'était de la O'Keeffe, parce qu'il était propriétaire des Nordiques. C'est ça, il y avait la guerre des bières, la guerre du hockey, la guerre des brasseurs, toute la guerre. Mais il n'y avait pas la guerre des films d'animation. Non, parce qu'il n'y en avait pas bien au Québec. Mais après, c'est né c'est ça. Tranquillement. Ouais, voilà. Mais là, n'est pas fait au Québec. Le robot sauvage, qui est l'adaptation d'un livre de Peter Brown, qui raconte l'histoire d'un robot qui va, par inadvertance, s'écraser sur une île sauvage où il devra apprendre à survivre auprès des animaux et que grâce à toutes ces technologies, va même réussir à communiquer avec les animaux. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va se retrouver, ce robot-là, c'est comme asexuer un robot, là. C'est une voix féminine ici, mais je pense pas que le robot... les robots sont non-genrés. Les robots sont non-genrés, ouais, effectivement, mais dans ce film-là, il devient... Mère. Une nounou. Ouais, parce que, mais il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui ont des voix féminines. Là. Il y avait des études qui parlaient de ça. C'est plus doux, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais, c'est que donc ce robot-là, Rose, va trouver un œuf et va devoir s'en occuper. Et c'est une oie, Goose, un petit peu empotée, qui va éclore de ça et va se lier d'amitié avec un renard pour l'aider à élever ce petit toisillon. On appelle ça un oison. Un oison. Le petit de l'oie, ça m'a titillé. Ouais. Alors, j'ai fait la recherche et c'est un oison, le petit de l'oie. Oisillon, c'est un petit oiseau en général, puis oison, c'est comme précisément, un canton serait un bébé canard, oison. Alors, le petit oison, pour l'aider à apprendre à nager, mais surtout à apprendre à voler pour qu'il puisse migrer. Une fois l'hiver venu. Fait que c'est la nouvelle mission, parce que le robot se cherche une mission, ça a besoin d'une mission. Elle a été créée, ce robot-là a été créé pour aider les humains dans leurs tâches. On est dans un futur ici. Mm-hmm. Et fait que là, sa mission, c'est je dois aider cet oison-là à apprendre à se nourrir, nager, voler. Et là, les critiques sont vraiment dithyrambiques
pour pour un film d'animation très commercial. Là, c'est une production DreamWorks, il faut le souligner. Oui. Et est-ce que c'était à la hauteur? Absolument. Et non, absolument. On donne à ce réalisateur-là également un Dragon. Oui. Mais il avait co-réalisé, c'est ça, Dragon, Lilo et Stitch. Dans ce cas-ci, il est scénariste et réalisateur. Donc, il maîtrise parfaitement l'histoire. Il nous amène dans ce conte, dans cette histoire d'action. Même si on parle d'amour, de parents et tout ça, c'est vraiment une histoire d'amour parental avec une trame sonore de Chris Bauer qui m'a vraiment, vraiment, vraiment charmée parce qu'il a fait beaucoup de films de prise de vue réelle pour la musique. Ben, il a l'air chumé avec Reynaldo Marcus Green, fait qu'il fait les King Richard, son dernier Bob Marley, One Love. Ouais. Okay. Mais il a fait la série Bridgerton aussi pour les fans. Oui. Et là, en animation, il s'y commet. Et je pense que c'est très, très réussi. Moi, j'ai sorti quand j'ai vu le film, en fait, ce qui m'est resté en tête, c'est j'ai fait « Wow, bon scénario », donc l'image, qui vient renforcer le scénario, mais qui est à partir d'un livre, donc une bonne histoire, qui était un best-seller, comme tu as dit tout à l'heure. Best-seller de science-fiction, déjà en partant, on vient toucher une catégorie de gens. L'animation, on touche une autre catégorie. L'action, une autre catégorie. Histoire parentale, là, on vient faire la quadrature du cercle, ou je sais pas, mais tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Ça sera aimé et re-aimé. Je pense que c'est un film qui va durer dans le temps. Comme Dragon a fait grand succès. J'ose me prononcer que ça sera supérieur, sinon égal à Dragon. Là, l'affaire, c'est que je sais pas s'ils vont créer... Il va en avoir 2, 3 puis 4, là, je sais pas... Mais le livre vient d'une trilogie. Ah, OK, je pensais qu'il y a une histoire simple. Donc, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. OK. Ah, c'est intéressant. Mais oui, c'est super beau. On l'écoutait entre collègues. Oui, moi, j'ai pas eu la chance, j'étais pas là. T'étais affairé ailleurs, c'est correct. Puis là, on était tous émotifs à différents niveaux. Il y a des petites larmes là, qui... oui. Ben, la musique travaille bien pour ça. Là, quand t'as la bonne scène, la musique vient juste mettre il y a de l'herbe sèche puis il y a du gaz. Fait qu'il manque juste une étincelle musicale pour que je fasse... c'est très, très réussi. Il y avait des grandes attentes. Et moi, j'ai un petit parcours. Chaque année, je pense qu'on a déjà discuté ensemble. J'ai la chance d'assister au Festival d'animation d'Annecy. Et cette année, c'était un gros morceau. Il était présenté une seule fois. Les billets se sont envolés. C'était la course folle. J'avais manqué. Mais ceux qui avaient réussi à le voir me disaient « Attention, il y a une bombe qui s'en vient dans le milieu de l'animation et ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien reçu. » Alors, je cherche encore les critiques négatives. C'est sûr qu'on a envie de sentir une certaine lenteur parce que la première partie du film, t'es constamment, comment dirais-je, intrigué, tu suis qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de rencontres. Oui, parce que le robot découvre son nouvel environnement qu'il connaissait pas. Là. Il était pas supposé être sur une île, dans le bois de même, avec autant de dangers. J'ai eu une certaine parenthèse dans ma tête en écoutant le film qui était, est-ce que c'est pas l'île, l'arche de Noé, l'île de Noé, mais 2099, parce qu'il y a comme une espèce de sauvetage de tous les gens, animaux de l'île qui doivent être ensemble aussi, à un moment donné. Je dis pas toutes les punches de l'histoire. C'est ça, mais de le travailler ensemble. Travailler ensemble pour y arriver. Toujours avec la trame du parent qui doit aider son oiseau. C'est ça. Fait que les gens puis il n'y a pas de licorne. Ça pourrait licorne. Très bien être l'Arche de Noé à ce moment. Île, eau, animaux. Oui, c'est ça. Mais c'est bien réalisé, c'est bien... j'ai beaucoup aimé les textures. L'animation est quand même de haut niveau. Courez voir ça. J'ai peur que ce soit le film... Tu sais, les dernières années, c'est très Disney, Pixar, là, c'est le porte-étendard de l'animation, on dirait. Là. Puis j'ai peur que les gens ne se présentent pas pour ce film-là, alors qu'il est excellent. C'est un des très bons. Tu sais, alors que Migration, qui est un peu sur la même thématique, d'une certaine façon, en décembre dernier, a eu un certain succès, mais ce film-là est vraiment supérieur. Il y a tout ce qu'il faut pour devenir un classique, je pense, comme disait Annie. Je sais pas s'ils vont aller jusqu'à faire 3-4 films, si l'histoire est intéressante, puis que c'est toujours Money Talks aussi, là, je pense que si le public est au rendez-vous, on va se donner la peine. Mais il y a aussi j'avais pas le sujet, mais la thématique robot, je me rendais compte que depuis le Géant de fer,
en 86 ou 96. Excusez-moi l'année. Je pense que c'est 96. 86. Ouais. Après, il y a eu juste lors de... Mais Mon ami robot. Mon ami robot. Ouais. On a Transformer 1. Oui, la semaine Parce passée. que le film d'action qu'on a vu, de Wild Robot, il y a aussi l'idée de action, robot qui se transforme, amitié, combat. Tu sais, je me disais, ça rejoint aussi ces gens-là qui aiment le film plus d'action de Transformers. Oui, il y a quand même plus d'aventure et d'action que dans Mon ami robot. Là, ça. Oui, mais il y a quand même vraiment une espèce de tangente. Tu sais, des fois, on va dire... le robot là, est à l'honneur, ou l'intelligence il y a eu... artificielle. Oui, on est dans les airs de ça. Ben oui. Et je mentionnais du côté Disney Pixar, c'est Wall-E, qui a eu un énorme succès à l'époque. Puis Big Hero 6 aussi, lui, je l'ai pas vu par contre, mais je sais que c'est un des autres robots appréciés. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue? Est-ce que les animaux parlent entre eux? Oui, parce que le robot va communiquer. tomber en mode analyse, Ouais. puis là, va juste laisser la vie passer devant lui en accéléré, et à partir de là, il est capable de communiquer avec tous les animaux. Fait que là, ça parle plus en son d'animaux, il parle... fait que c'est Lupita Nyong'o qui fait la voix du robot, mais il y a Pedro Pascal, qui est la saveur de la décennie, genre, qui est la voix du renard, très cool personnage. Catherine O'Hara, donc un double film à l'affiche pour elle, avec Bette Hedgers, qui fait la maman opossum, et voilà. Fait que, je pense que même Mark Hamill, qui est ouais, il fait le gros ours. Il fait le gros ours, c'est ça. Plus secondaire, mais oui, une couple de noms comme ça. Mais le renard, quel beau personnage aussi, parce qu'au début, tu comprends qu'il veut juste profiter. C'est un renard. C'est très le corbeau et le fromage. Le renard et le corbeau. Le renard et le corbeau. Oui, le renard et le fromage. Mais en tout cas, il y a un enjeu de fromage. Mais c'est le même genre de renard très malin qui veut arriver à ses fins, mais que lui aussi va tomber dans le piège de genre, c'est vrai qu'il est adorable, puis qu'il aussi veut se servir du robot pour l'aider. Puis... Parce que là, ce qui est bien aussi, c'est que le film a une certaine audace, probablement le livre aussi, de montrer la notion de prédateur et de proie. À la base, les animaux sont pas tous des amis, la forêt des amis des animaux, là, tu sais, c'est comme, ils se mangent du plus grand au plus petit, tu sais, puis tout le monde craigne l'ours, il craigne le renard, il veut manger l'œuf, les oiseaux mangent les crabes, tu sais. Tout le monde est prédateur et proie à un moment donné dans l'échelle. Fait que d'où le côté où à un moment donné, ils vont devoir s'unir pour une plus grande menace, mais c'est quand même bien montré. Il n'y a pas d'évitement au niveau de la notion pédagogique du film. Là, on assume ça. C'est pas un film qui est cruel, mais ça fait partie de la vie. On l'apprend que les animaux mangent d'autres animaux, puis pour la plupart des humains, on mange des animaux. Fait qu'on mange pas du renard, mais tu vois... non, mais on en fait des manteaux. Ouais, c'est ça. Ben là, de ça, ça s'est calmé. Là, ça s'est calmé. Depuis 400 ans, c'est plus calme. Ouais. Probablement. Mais en même temps, c'est un film qui nous amène... moi, ça m'a porté... Hier, je réfléchissais après avoir écouté le film sur, justement, l'intelligence artificielle avec émotion. Parce qu'il devient à ressentir, à un moment donné, le robot. C'est ça, l'affaire. Puis là, tu te dis, ah oui, on est peut-être rendu là beaucoup plus tôt qu'on le pense. Fait qu'elle va surpasser ses programmes pour se faire ses propres objectifs, puis avoir une forme... Se reprogrammer pour la bienveillance, ou programmer pour la bienveillance, tu sais. Avant de prendre contrôle de l'humanité et tous nous tuer. Ben, tu vois, je pense que... c'est le proie et prédateur. Rose, elle défendrait... elle défendrait les animaux, en tout cas. Je sais pas s'il n'y a pas d'humains dans le film. Il y a juste des robots puis des animaux. Fait que ce serait l'Arnold de Terminator 2. Ouais, exactement. C'est exact. Ça. On conseille à partir de quel âge? Moi, vu qu'il y a un sujet, il y a une thématique abordée, mère, famille, enfant, l'oison qui quitte le nid, en bas de 5 ans, j'irais avec précaution. Puis, il y a la bonne durée pour tout ce qui est présenté dans le film, mais il est comme 1h45 aussi. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas mon premier film au cinéma à 4 ans et demi. Là. Ils ont peut-être trouvé ça long et peut-être même un peu épeurant par moment, là, quand ça brasse un peu des animaux la nuit, là, mettons, et tout. Là. Fait que 5 ans. C'est familial. Moi, je serais allé sur 6 ans, peut-être. 6 ans, plus. Là. Mais chaque parent connaît bien son enfant et est capable d'en discuter avec lui après le film et avant le film. Donc, mais c'est ça. À cause de la thématique, là, parents. On n'est pas dans Qu'attaque le brave beluga. Là. Non, c'est ça. Lui était vraiment 1h15, mon premier film au cinéma, là, tu sais, et tout. Là. Mais allez voir ça. Puis je pense que vous allez même le revoir. Ouais, ben, puis l'occasion va être bonne parce que là, si on parle de cinéma, il y a un genre de Hit Pig, je sais même pas s'il y a une VF. En termes d'animation, là, il y a ça peut-être début novembre, sinon ça va à Moana le 27 novembre. Là, fait que dans les gros, septembre, octobre, c'est le film d'animation lui, à voir. Ça ou Transformers si vous êtes passionné du robot, mais je pense que
Robot Sauvage est bien meilleur que le film de Transformers, à mon avis personnel. Je seconde. Eh bien, merci Annie pour cette belle conversation. Toujours un plaisir. Laisse-moi te parler des autres sorties de la semaine. Le film québécois Le Dernier Repas de Maryse Le Gagneur, qui se déroule principalement à Montréal. On est dans un hôpital où un Haïtien vieillissant qui est atteint d'un cancer à l'estomac va demander à sa fille de revenir le voir, mais il est en froid avec elle depuis 20 ans, ils ne se sont pas vus. Puis elle le déteste, sauf que là, un peu par pitié, elle va accepter d'y aller et elle va commencer à cuisiner des plats traditionnels haïtiens que sa tante l'aide à faire. Et un peu en échange de ça, lui va lui conter sa vie difficile avant qu'il arrive au Québec, quand il était à Port-au-Prince dans sa jeunesse, puis qu'il a été brutalement arrêté puis incarcéré sans procès à Fort-Dimanche, qui était vraiment un endroit de torture où puis on laissait les Haïtiens mourir. Fait que tout ça était dans les époques de Baby Doc Duvalier. D'ailleurs, le film se déroule comme en 2011. Fait que c'est le moment où Baby Doc était comme revenu d'exil et tout. Là. Fait que c'est pour ça que ça fait renourrir tout ça. Fait que tu sais, il y a une grosse relation avec la nourriture dans ce film-là et les relations père-fille. Tu vois qu'il y a des aliments qui est comme non, ça je peux pas, là, l'espèce de couscous de base, là, qui dit comme ça, je suis incapable de manger ça parce que c'était la seule chose qui nous servait en prison. Ouais. Fait que là, on comprend que lui qui était bien cool quand il était jeune, ben ça l'a un peu brisé, puis c'est pour ça qu'arrivé ici, oui, il a fondé une famille, mais il y a des traumatismes. Ça. Et avec raison. C'était pas la période, ça veut dire que tu dois être dans les années 90, quand il est arrivé, aller en psychologie pour régler ses problèmes, c'était pas trop à mode, mettons. Non. On n'en parlait pas tant que ça. Là. Fait que un film très humain, très touchant. C'est vraiment bien fait. Il y a quand même un côté culinaire intéressant. C'est sûr que c'est pas la passion de Dodin bouffant non plus. Là. Mais tu sais, moi qui en mange pas de viande, quand je les vois quand même cuisiner le griot et ces affaires-là, je suis comme ça a l'air quand même extrêmement bon tout ça. Là. Puis qu'est-ce que j'avais une autre note sur le film, ça m'échappe. C'était juste, il y a comme une... Tu sais, autant, là, on parlait de Lee, qui t'a fait la comparaison avec des films de la Deuxième Guerre mondiale de la dernière année. Ben, on dirait qu'il y a une espèce de recrudescence comme ça de films sur le combat à Haïti, les immigrations des Haïtiens, comment ça se passe, soit quand ils quittent leur pays, soit quand ils arrivent au Québec, quand ils se retrouvent à Canaval, par exemple, qui parlait de quand t'es dans le Nord, puis que là, t'es moins au centre-ville, puis un peu plus de racisme et tout, fait que t'as cette difficulté-là. Fait que d'après moi, ça aussi, ça témoigne probablement au niveau du financement, tout simplement, chez la SODEC puis Téléfilm Canada, que là, on a des gens qui sont arrivés de première ou deuxième génération d'immigrants qui ont étudié ici, qui font du cinéma, qui déposent des scénarios qui racontent leur histoire puis l'histoire de leur famille et tout. T'sais. Fait que c'est vraiment cool de voir ce changement-là. Puis chacun des films a un angle propre à lui, comme les films de Deuxième Guerre, finalement. Fait que c'est ça pour Le Dernier Repas. Il y a 2 films canadiens aussi. On met toujours les films québécois à part, mais il y a 2 films canadiens. Die Alone ou Mémoire fracturée de Lowell Dean, qui est on est dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Puis on va suivre un jeune amnésique qui cherche à retrouver sa petite amie qui est disparue et va obtenir l'aide d'une femme un peu excentrique et un peu loner qui va comme lui rappeler comment vivre dans ce monde-là, lui étant amnésique à la suite de son accident. C'est avec, entre autres, Carrie-Anne Moss, qui est comme une des vedettes canadiennes, dans le fond, qui s'est illustrée aux États-Unis. Et ce qui est quand même un peu drôle parce que le film, je le décrirais comme un genre de Memento dans un monde de zombies. Et c'est elle qui était dans Memento avec, j'oublie son nom, l'autre comédien, mais de Christopher Nolan. Il y a Frank Grillo aussi qui a un rôle là, dans le film, quand même un acteur d'action reconnu. Fait que c'est un genre de gros nom qu'ils sont allés chercher. C'est donc un film un peu de zombies et de jeux de qui dit vrai puis qu'est-ce que j'arrive à me souvenir. Là. Je trouve que dans cette optique-là, on a quand même souvent, on dirait, des films de ce genre-là au Québec, un peu slasher gore. Lui, il n'est pas comédie. Il est vraiment dramatique, suspense. Les maquillages sont super bien faits. Ça a été tourné en Saskatchewan. Je trouvais que des fois, là, c'est plate à dire, mais des fois, les films canadiens ont une facture très unique. Puis je trouve que cela dépassait le lot. Je le trouvais plus intéressant là-dedans.
Après ça, est-ce que ça vous intéresse, ce genre de suspense-là? C'est sûr que c'est pas non plus un film de genre, il y a plein de zombies puis il faut tous les gonner. Là. C'est plus vraiment lui avec son amnésie qui cherche sa blonde puis qu'il sait pas trop à qui il peut faire confiance puis qui dit vrai dans tout ce monde-là. Tu sais, ce qui est un peu le côté 28 jours plus tard, là, quand Cillian Murphy se réveille puis genre, qu'est-ce qui se passe ici? Puis blablabla. Ben, il y a un peu cette affaire-là dans Die Alone, qui est un film aussi assez bref là, de mémoire, genre 1h30, là, peut-être même quelques minutes de moins. L'autre film canadien, My Old Ass, Mon Vieux Cul, de Megan Park, le pire titre, je pensais jamais dire ça au balado, tu sais. Et selon on l'a pas vu par contre, on va essayer peut-être de le voir cette semaine, peut-être d'en rediscuter parce que les premiers échos sont quand même très bons sur le film et c'est un coming of age et moi ça me parle toujours ça. Le jour de ses 18 ans, Elliot, une jeune femme ouvertement homosexuelle, part camper avec ses 2 meilleurs amis et font une espèce de gros trip de drogue, de champignons magiques. Ce qui va faire que ça va provoquer sa rencontre avec sa version d'elle-même à 39 ans, jouée par Aubrey Plaza, elle aussi 2 films à l'affiche cette semaine, qui est dans Megalopolis. Puis cette version plus tard d'elle va lui conseiller fortement de se rapprocher un peu plus de ses frères puis de ses parents avant qu'elle ait étudié à Toronto, puis surtout d'éviter tous les garçons prénommés Chad. C'est quand même un peu drôle parce que dans la blague des Karen qui sont comme les madames folles qui pètent des coches pour rien, ben Chad c'est les douches bro pas mal niaiseux aussi là. Fait que l'équivalent de nos Kevin un peu je pense. Peut-être, écoute, je ne saurais pas me mettre du bon ado là, je sais pas. Non, je pense pas, nous, c'est qu'il y en a tellement des Kevin, je sais pas. Peut-être moins dense pour pouvoir le dire. Fait que c'est ça, un film sur le passage à l'âge adulte avec un peu de fantaisie. C'est Maisie Stella, je pense que c'est son premier rôle pas mal, mais il y a Maddie Ziegler qui joue une de ses amies, qui est aussi elle, une vedette canadienne montante, qui était entre autres dans Fitting In il y a quelques mois. Fait que ben, si vous êtes curieux, My Old Ass ou Mon Vieux Cul à dire. Les autres, j'avais parlé la semaine passée de À Hauteur d'enfant qui avait pris l'affiche à Montréal, qui s'étend à Québec et dans d'autres marchés. Écoute, ça fait quand même un bon épisode là. On l'a fragmenté avec Annie et tout là, mais on doit avoir pogné l'heure, fait que je pense que ça va être suffisant. La semaine prochaine, le 4 octobre, un peu moins de sorties, mais quand même des grosses sorties. Joker Folie à 2 de Todd Phillips, qui, comme tous les musicals, dit qu'il n'est pas un musical. Et on dit non, on n'est pas un musical, mais quand il y a des moments émotifs, on les chante. C'est ça. Il y a quand même 12-13 chansons. Là, fait oui, que, mais c'est pas un musical. Non, pas du tout. Ça. Fait que qu'il l'assume ou pas, on a bien hâte de découvrir. Et même que Lady Gaga devait moins bien chanter. Oui, puis finalement, elle chantait tellement bien qu'on va dire, on va garder tes takes. Il voulait la doubler, je pense. Là. Il voulait, je pense qu'il voulait refaire sa voix post-synchro comme par-dessus, mais en fait, hey, finalement, tu chantes bien a cappella, puis comme mais pourquoi tu allais la chercher, là? Bref, on fouillera pour toutes les fun facts autour du film. Et au Québec, La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé, qui était aussi le film présenté au FCVQ, le film d'ouverture, et parce qu'entre autres, il a été tourné dans la ville de Québec par nos bons amis de chez Parallax, qui avaient fait Faradar, qui avait produit Faradar il y a 2 ans. Bref, ça et sûrement 8 autres sorties peut-être qu'on découvrira au fil de la semaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On est en 2024, on est sur Facebook, sur Instagram sous le nom de Magazine Mon Ciné. Procurez-vous gratuitement d'ailleurs le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province avec Gildor Roy de La Petite et le Vieux en couverture. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et puis si jamais vous avez 120 millions à investir, peut-être choisir un autre domaine que le cinéma.